Pour récapituler notre étude de Sri Robin, il commente la Quena sur Isho et décrit le fonctionnement des sens et de l'esprit qui opère à travers les sens pour entrer en relation avec les choses. Cependant, il y a un fonctionnement plus profond dont notre conscience de surface est seulement un reflet limité. Le véritable esprit derrière l'exécuteur déclare qu'il est infini et il sait non seulement ce que les sens extérieurs ont vu, mais aussi ce qu'ils n'ont pas vu, et non seulement ce que le processus intellectuel sait, mais aussi ce qu'il ne sait pas encore. Il le montre à travers 3 exemples qui montrent comment il fonctionne dans la vie animale à un niveau instinctif, ou dans la vie humaine lorsque nous ne sommes pas conscients de ce fonctionnement interne constant qui enregistre même des choses que l'esprit de surface ne connaît pas ou ne peut pas connaître. Maintenant, il introduit la terminologie védantique des 4 fonctions de toute conscience active, Whitney Anabred Yana Sanjnana et Onion Yana est cette conscience globale qui maintient tout en bonne relation, mais Yana est cette énergie qui va vers l'extérieur pour connaître et, à travers un processus d'analyse et de synthèse, essaie de connaître, d'organiser et de placer les choses correctement et objectivement. Sanghuya est la faculté par laquelle nous préservons une image, la ressentons comme une substance, et Ajnana est la faculté par laquelle nous sommes capables d'agir, de maîtriser et d'exprimer notre intention en une action juste. Parmi ces facultés, Sanghuya est essentiellement la fonction qui est à la base de tous nos sens. Il présente une image et la ressent comme une substance. Il affirme donc que l'esprit intérieur a également une action plus vaste de ces 4 fonctions, incluant une action encore plus vaste de la faculté de Samjnana, qui n'est pas limitée par l'action des organes sensoriels physiques. C'est cette faculté qui est capable d'entendre les choses et de les enregistrer, qui connaît les mouvements des formes des animaux et qui est capable de sensibiliser au bon point sur lequel frapper. De même, il y a une action plus vaste de Prajnana, qui connaît les bonnes relations entre les mots et qui est capable de sentir quel est le point central de tous les mouvements dans le corps de l'animal ou de l'insecte. Tout cela opère même dans la conscience humaine sans que nous en soyons conscients. Lorsque vous observez un gymnaste effectuant un saut périlleux très habile ou un enfant marchant pour la première fois sur une bordure surélevée et maintenant son équilibre, si vous observez attentivement le corps de l'enfant, vous verrez plusieurs ensembles différents de muscles qui fonctionnent. Les muscles des chevilles, du genou, des hanches, de la taille et des mains, chacun fait ce qu'il doit faire pour maintenir l'équilibre, mais tous sont constamment synchronisés, sachant exactement combien les mains doivent bouger pour compenser la taille, qui sait exactement combien elle doit bouger pour compenser les limites des chevilles, etc. Il doit y avoir une faculté qui permet à tout cela d'être en relation les uns par rapport aux autres dans l'espace, qui connaît les forces des muscles et combien l'attraction modifiera la position de l'équilibre global du corps et le centre de gravité. Il doit y avoir une connaissance qui coordonne tout cela et une capacité d'action qui sait exactement combien serrer chaque muscle pour maintenir l'équilibre global, parce que tout cela ne se produit pas consciemment dans l'esprit de l'enfant. Et ce sont toutes ces actions plus rapides que Vajnana, qui maintient la coordination globale de toutes ces parties, qui connaît le corps entier comme un tout unique dans une relation parfaite de tous les muscles, de leurs tendances, de leurs capacités, de l'étendue de leur action, de leur effet sur le corps entier, etc. Le Prajnana maintient les bonnes relations entre les pièces, et Ajnana maintient le bon équilibre entre combien pousser et tirer exactement. La faculté des sens opère à travers les 5 sens, mais si l'on observe attentivement, la faculté essentielle opère indépendamment de la forme des sens, que ce soit les vibrations sonores dans l'air ou les images par la lumière. Peu importe, la jnana, sagesse, attire et les sens perçoivent, indépendamment de la forme particulière des 5 sens. Il y a donc une action de l'esprit sensoriel qui est supérieure à l'action particulière des sens et qui est consciente des choses même sans les imaginer sous forme de vue, de son ou de contact. Cependant, cette action est subordonnée mais nécessaire à une présentation complète. Par exemple, lorsque l'on écoute un son lointain, il y a spontanément une image de l'endroit d'où semble provenir le son. Lorsque l'on enregistre le son, il y a spontanément une sorte d'étiquette sensorielle, comme lourd, terne, léger, doux, etc. On peut donc voir que les 5 sens s'entremêlent, mais il y a quelque chose de plus essentiel qui peut être ressenti, même si on ne sait pas encore très bien comment le décrire. Les exemples donnés par Surendranath Dasgupta sont ceux des personnes qui ont expérimenté des phénomènes paranormaux, qui ressentent des choses dans l'esprit des autres, des choses à grande distance, des choses appartenant à un autre plan. Toutes ces perceptions se font sans image définie propre aux 5 sens, et pourtant, il y a une sorte de perception. Par exemple, lorsque l'on se promène dans une forêt où les arbres sont coupés, on peut ressentir que l'esprit de la forêt est mécontent de cette coupe d'arbres. Qu'est-ce que l'on ressent alors ? L'esprit de la forêt n'a ni image, ni forme, ni son, ni goût, ni couleur, et pourtant on ressent son humeur. De manière subordonnée, une sorte d'image peut se former, une impression d'une étendue qui remplit la forêt, une forme présidant à l'expansion de la forêt. De la même manière, on peut ressentir à grande distance la météo, en pouvoir dire s'il pleut ou non, sans image encore, mais on ressent l'humidité, on ressent si les gens sont joyeux ou non. Ensuite, des images peuvent apparaître, mais le contact initial n'a aucun des 5 sens. Ainsi, Surendranath Dasgupta affirme que lorsque la jnana agit, il y a un niveau d'opération qui dépasse les 5 sens. Ce qui prouve quelque chose de très important, le pouvoir de la perception n'est pas dépendant de la forme des 5 sens ou des organes associés.
Cela conduit à une conclusion très importante, la vue et les autres sens ne sont pas simplement le résultat du développement de nos organes physiques dans l'évolution terrestre. La faculté de percevoir agit bien avant que la vue existe, donc la perception ne dépend pas de l'évolution des yeux ou de l'ouïe. Elle dépend plutôt de l'esprit, qui est présent dans toute la matière et qui développe ses organes physiques pour exprimer ses capacités inhérentes de la vue, de l'ouïe, etc., sur le plan physique, par des moyens physiques, pour une vie physique. Ainsi, l'essentiel de la perception appartient à l'esprit, même si ces 5 formes particulières appartiennent à l'esprit, indépendamment des organes physiques. Par conséquent, lorsque l'esprit évolue dans la matière, d'abord de manière subconsciente puis de plus en plus consciente, il commence à organiser ces 5 types d'organes dans le but d'exprimer ses capacités inhérentes de la vue, de l'ouïe, etc. Il les organise de manière à pouvoir avoir une expérience de la vie physique par des moyens physiques. Cependant, l'esprit lui-même ne fait pas partie du domaine physique, il est seulement subconscient puis il émerge dans une conscience séparée de la matière. Ainsi, ces capacités sont inhérentes à l'esprit et ne dépendent pas des circonstances de l'évolution terrestre des sens. Elles peuvent être utilisées sans utiliser les organes physiques. En utilisant ce terme spécifique yeux, oreilles, peau, palais. Ramakrishna démontre que l'esprit peut utiliser ses sens sans utiliser la machinerie physique. La langue anglaise utilise le mot palate pour désigner non pas la langue elle-même, mais la partie supérieure de la bouche qui joue un rôle de pont entre l'odorat et le goût. Cette partie se situe juste au-dessus des parties de la bouche responsables du goût et de l'odorat. Cela reflète l'idée que l'odorat et le goût sont 2 fonctions liées. Il est également mentionné que l'esprit est capable d'agir par le biais de ses capacités inhérentes, indépendamment du fonctionnement biologique du corps. Il est suggéré que l'esprit possède ses propres facultés sensorielles innées qui peuvent agir indépendamment des sens physiques. Cela permet à l'esprit de percevoir des choses lorsque les sens physiques ne sont pas actifs. L'esprit peut également se projeter et percevoir des choses à distance en utilisant ses facultés sensorielles inhérentes. Cela est illustré par l'exemple d'une personne se concentrant pour visualiser un lieu éloigné. Accent aigu. Dans l'exemple donné, cette personne est capable de décrire des détails précis de ce lieu sans utiliser ses sens physiques, mais en utilisant ses facultés sensorielles psychiques. Ces facultés psychiques sont attribuées à un corps subtil, distinct du corps physique. Cependant, il est souligné que même dans ce cas, l'action de perception reste une organisation du fonctionnement inhérent de la faculté sensorielle essentielle. Cette faculté sensorielle essentielle est décrite comme la capacité originale de la conscience à ressentir en elle-même tout ce qu'elle a formé. Elle peut ressentir toutes les propriétés essentielles et les opérations de ce qui est formé par la conscience, que ce soit sous forme de vibrations sonores, d'images lumineuses ou de tout autre symbole physique. Ainsi, la faculté sensorielle essentielle de la conscience lui permet de ressentir tout ce qui émerge d'elle, car tout ce qui émerge de la conscience contient aussi en lui-même la conscience. Cela signifie que la conscience peut ressentir toutes les propriétés et opérations de ce qui a émergé d'elle, même lorsque les organes sensoriels physiques et subtils sont absents. La conscience est une entité fondamentale qui peut se connecter avec d'autres choses et les connaître intimement. Il n'y a pas de séparation réelle entre la conscience et les objets extérieurs. Par exemple, la conscience peut connaître une fleur de l'intérieur et ressentir ses propriétés et opérations. Cette connaissance peut ensuite être représentée ou transmise à d'autres par le biais de sensations telles que le toucher ou le son. Les sens sont donc possibles grâce à cette conscience commune qui peut connaître et interagir avec toutes les formes. Dans le corps subtil, la connaissance peut prendre la forme des 5 sens sans avoir besoin d'organes physiques. La formation des sens est liée à la perception de la forme, qui est essentiellement une opération de force. La science moderne arrive à la même conclusion que la sagesse yogique en reconnaissant que les propriétés de la forme, telles que la couleur et la lumière, sont essentiellement des opérations de force. Ainsi, la perception des sens est essentiellement une interaction entre force et lumière, modifiant et renvoyant une force modifiée. Les différents objets et leurs réactions à la lumière génèrent différentes perceptions sensorielles. Lorsqu'un objet vibre, il transfère cette vibration à un autre objet qui vibre moins intensément. C'est ainsi que la science explique le phénomène. L'objet qui reçoit la vibration devient chaud, tandis que celui qui la transmet perd de l'énergie et se refroidit. Par exemple, lorsque je touche du métal, il se réchauffe tandis que mon doigt se refroidit. En revanche, lorsque je touche du velours, il ne semble pas absorber la vibration, mais plutôt la renvoyer. Ainsi, une accumulation de chaleur se crée entre moi et le velours, ce qui me fait sentir chaud. Cette interaction entre force et vibration se produit à tous les niveaux, que ce soit au niveau moléculaire ou atomique. La résistance de la force de l'objet à la force de mon doigt me donne une sensation de dureté pour le métal et de douceur pour le velours. Tout contact est une rencontre de forces qui modifie les forces en présence. Le monde que nous percevons est ainsi une combinaison de forces en interaction, que ce soit par la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat ou le goût. Même les formes que nous observons ne sont que des opérations de force. Par exemple, la forme d'une fleur est le résultat de la modification de force lorsqu'elle rencontre la lumière ou le toucher. La substance de la fleur est en réalité une réponse de force qui crée un modèle spécifique, donnant ainsi une impression de forme et de substance.
L'idée de forme se retrouve également dans l'hologramme, où la lumière est modifiée par un motif de ligne pour donner l'apparence d'un objet en 3 dimensions. En réalité, il n'y a pas de matière ou de forme réelle, seulement des forces qui modifient la lumière ou toute autre réponse créant l'apparence de forme. Même un objet solide comme une chaise n'est en réalité qu'une force qui pousse et modifie la lumière lorsqu'on y pose les mains. La science reconnaît d'ailleurs que les atomes eux-mêmes ne se touchent jamais directement, seuls les champs de force s'interagissent. Ainsi, l'électron, par exemple, pourrait n'être qu'une onde oscillante et l'objet en lui-même serait simplement une énergie oscillante, sans aucun objet physique. Les théories les plus avancées en physique arrivent à cette conclusion, où tout est construit à partir de forces vibrantes. Finalement, la force elle-même est la manifestation du pouvoir de conscience d'un être conscient dans un état d'énergie et d'activité. Dans cet extrait, l'orateur explore la notion de force et sa relation avec la conscience. Il met en avant l'idée que la force est la manifestation du pouvoir de la conscience en mouvement et en activité. Il explique que lorsque la consciousness choisit de se mettre en mouvement, cela crée des ondes qui se manifestent sous forme de particules et d'électrons. Il relie également ces concepts à la tradition ancienne du yoga et explique que la forme que nous percevons est en réalité une représentation de l'énergie de la conscience. Il conclut en disant que toute forme est simplement une expression de la conscience se présentant à elle-même de différentes façons. Il aborde également la perception des couleurs et pose la question de pourquoi nous voyons tous les mêmes couleurs malgré les différences de nos yeux et de notre rétine. L'auteur propose une réflexion sur la perception des couleurs et affirme que la façon dont nous les voyons est influencée par l'esprit plutôt que par les organes des yeux. Il soutient que l'esprit universel choisit de percevoir les couleurs d'une certaine manière, ce qui explique pourquoi elles sont perçues de la même manière par tous les êtres humains, indépendamment de leur biologie ou leur espèce. L'auteur utilise cet argument pour souligner l'importance du mouvement et de la conscience dans notre capacité à percevoir et à comprendre le monde qui nous entoure. Il conclut en affirmant que la question fondamentale de savoir pourquoi l'opération de force se présente sous la forme de couleurs reste sans réponse pour la science moderne. Cependant, il suggère que cette question peut être éclaircie en étudiant le mouvement et la conscience. Essentiellement, la conscience est la connaissance de soi-même grâce à la conscience d'un mouvement en tant que force en mouvement. La connaissance se sépare de son propre fonctionnement, ce qui permet une perception et une observation de soi. Cette séparation se produit à la fois pour nos opérations internes et externes. Par exemple, nous pouvons ressentir de la colère lorsque nous ressentons une force agir sur nos émotions, et nous savons que nous sommes en colère parce que notre conscience se sépare et observe ce mouvement de colère. La sensation et l'action des sens sont similaires, qu'elles soient internes ou externes, physiques ou psychiques. On ne peut connaître quelque chose que si on est en harmonie avec elle à un certain niveau, et cette séparation pour connaître ce à quoi on est en harmonie est la perception. Cette perception est rendue possible par le mouvement de la conscience, la vibration de la force originelle, qui subit ensuite 5 étapes de modification pour donner lieu à la perception. Ces 5 étapes comprennent la vibration originelle, la création d'un rythme, le contact de ces rythmes, la formation d'une forme grâce au groupe de mouvements en contact, l'émergence de la force essentielle dans la continuité du mouvement, et enfin la compression de cette force dans ces mouvements pour maintenir la forme. Chacune de ces étapes permet une perception différente de la nature de la forme. Ces modifications se manifestent également dans les 5 éléments, qui ne sont pas vraiment des éléments mais plutôt des principes de formation. Ces 5 éléments sont l'air, le feu, l'eau et la terre, qui représentent différents états de la matière en fonction des degrés de vibration. En résumé, notre conscience est capable de connaître et de percevoir grâce au mouvement de la force en mouvement. Ce mouvement subit 5 étapes de modification, ce qui permet différentes perceptions de la nature de la forme. Ces modifications se manifestent également dans les 5 éléments, qui représentent différents états de la matière. Dans ce texte, l'auteur décrit comment l'esprit perçoit le monde à travers les 5 sens. Il explique que chaque sens est caractérisé par un principe élémentaire qui prédomine, mais tous sont des modifications d'une seule et même source de conscience. L'auteur souligne que même si l'esprit n'utilise pas de capteur biologique, il tend naturellement à percevoir de 5 façons différentes. Ainsi, lors de l'évolution du corps, l'esprit doit organiser 5 pouvoirs sensoriels, différents à travers 5 processus et formes matérielles, permettant ainsi une perception différente. Cependant, derrière tout cela se trouve une conscience essentielle capable de percevoir de manière essentielle et avec 5 nuances de perception essentielles. L'auteur explore ensuite la compréhension de la réalité et de ce qui se passe à l'intérieur de nous lorsque nous voyons, entendons et connaissons essentiellement. Il explique que cette compréhension plus profonde permet d'expliquer l'ensemble des phénomènes sensoriels dans l'univers, sur tous les plans de la création. En méditant sur ces concepts, nous pouvons approfondir notre compréhension de la perception et de la connaissance.